Et bonsoir les Tanuki, on se retrouve aujourd'hui pour vous proposer un petit tuto pour voir comment faire du jeu de rôle en solo à l'aide d'une IA du genre ChatGPT. Donc pour commencer, en fait, il vous suffit d'indiquer à l'IA ce que vous voulez. Ça sera la base en fait, de ce processus créatif. Là, par exemple, je vais commencer à lui enseigner mon propre système de jeu, le Propulsed by Tanuki, ou abrégé PPTT, qui est une variante du PBTA que tout le monde connaît. Et puis, nous allons lui apprendre, en fait, notre cadre de jeu aussi, pour commencer à mettre l'univers en place. Je vais d'abord commencer par lui apprendre donc, mon système de jeu, en tout simplement copiant-coller le jeu en lui-même. Déjà, on va la saluer et lui dire que nous allons faire une partie de jeu de rôle. En précisant bien sûr que moi je serai le joueur et elle le maître du jeu. Alors, ce qui est sympa aussi avec un peu plus d'interaction, vous pouvez lui demander de parler à l'IA. Salut, je suis partant pour ça. Tu veux qu'on continue dans l'univers que tu as déjà créé? Ou tu préfères qu'on en explore un nouveau? Et quel genre de scénario t'intéresserait? Mystère, action, exploration ou quelque chose de plus spécifique? Alors, c'est vrai qu'en fait, grâce à l'IA, j'ai déjà fait quelques parties de jeu de rôle, donc elle a une mémoire, ce qui nous prouve que voilà, elle se souvient des différents dialogues que vous pouvez avoir avec elle, mais bon, on va en commencer à niveau et du coup, nous allons commencer à lui parler de mon système de jeu et je vais en profiter pour vous le présenter. Hop. Donc on va utiliser mon système de jeu de rôle, donc le Propulsed by Tanuki abrégé PBTT. Voici les premières règles donc du PBTT. On utilise des approches. En gros, dans quel état d'esprit votre personnage PJ va réaliser son action. Il y a 5 approches possibles. Avec force et passion, exemple défoncer une porte, tenter de motiver un ami. Avec résilience et calme, exemple supporter la douleur, tenter de raisonner un individu énervé. Avec intelligence et ruse, par exemple utiliser un levier pour soulever une charge, manipuler un individu pour le convaincre. Avec souplesse et charme, exemple combattre en détournant les coups adverses, tenter de convaincre en séduisant. Et la dernière, en lâchant prise, exemple faire appel à son sixième sens, se laisser porter par l'instant. Ce qui remplace les traditionnelles caractéristiques et se rapproche plus du système d'approche que dans Légende des 5 anneaux V5 ou Nephilim V5. Au niveau du GD, c'est comme dans le PBTA classique, donc on fait un jet avec 2d6 plus bonus de son approche. Pour un résultat de 6 ou moins, c'est une complication. De 7 à 9, c'est un succès partiel. L'action réussit, mais avec souvent un contre-coup. Et 10 ou plus, c'est un succès. Et bien sûr, c'est soit au joueur ou alors au maître du jeu de décrire narrativement les conséquences du jet de dés sur l'action. A savoir qu'à la création de personnage, on a 0 à toutes les approches et on peut y répartir 5 points avec un maximum de plus 3 dans une approche. Les spécialités et les faiblesses. Les personnages ont aussi des avantages et des désavantages, appelés ici spécialités majeures et mineures, et des faiblesses. Les spécialités, qu'elles soient majeures ou mineures, offrent l'avantage quand elles rentrent narrativement en jeu. L'avantage, c'est quand on lance 3d6 et qu'on garde les deux meilleurs. Les faiblesses imposent un désavantage quand elles rentrent narrativement en jeu. Le désavantage, c'est quand on lance 3d6 et qu'on garde les deux plus mauvais. À la création de personnages, un personnage joueur peut choisir une spécialité majeure, deux spécialités mineures et une faiblesse. Il peut, de manière optionnelle, prendre une faiblesse en plus pour gagner une spécialité majeure en plus. Lorsqu'il arrive qu'on ait un avantage et un désavantage sur un même jet de dés, il s'annule et le jet se fait normalement. Lorsqu'il arrive qu'on ait deux avantages sur un même jet de dés, cela se transforme en un seul avantage et un bonus de plus 2 sur le G. Ce qui fait donc 3d6 plus 2, plus le bonus d'approche éventuel. Lorsqu'il arrive qu'on ait deux désavantages sur un même jet de dés, cela se transforme en un seul désavantage et un malus de moins 2 sur le G. Ce qui fait donc 3d6 moins 2.
Et on garde les deux moins bons. Autre point de règle, les dégâts et états préjudiciables. Donc il y a deux sortes de dégâts, les dégâts physiques quand on prend physique et les dégâts émotionnels quand on subit du stress. Quand on subit 3 dégâts physiques ou 3 dégâts émotionnels, on subit un état préjudiciable au choix du personnage joueur. Certains dons ou certaines actions décidées par le maître du jeu peuvent vous infliger automatiquement un état préjudiciable. Les états préjudiciables sont au nombre de 5 et font opposition aux approches. Quand vous cochez une case d'état préjudiciable, vous ressentez cette émotion au plus profond de vous, à tel point qu'elle affecte vos actions de façon subtile pendant des jours ou des semaines, même si vous n'ouvrez pas aux autres. Donc le premier état préjudiciable, c'est coupable. Son effet, vous ne pouvez pas prendre une approche avec force et passion. La condition de retrait pour l'éliminer, vous devez vous racheter auprès des autres, ceux que vous avez trahis ou laissés tomber. Il n'est pas nécessaire que les personnes concernées vous accordent leur pardon, il suffit que vous vous rachetiez en vous acquittant auprès d'eux. L'état en colère. Effet, vous ne pouvez pas prendre une approche avec résilience et calme. Éliminez cet état, vous devez vider votre sac, soit en brisant quelque chose qui a de la valeur, soit en passant vos nerfs sur un ami. Il ne suffit pas de casser un vase pris au hasard, non, vous devez déchaîner votre rage sur quelque chose de précieux. L'état fragile. Son effet, vous ne pouvez pas prendre une approche avec intelligence et ruse. Éliminez cet état, vous devez plonger au cœur de l'action sans arrière-pensée. Prouver votre valeur par une action désespérée, vous mettre en danger sans préparation préalable. L'état confus. Son effet, vous ne pouvez pas prendre une approche avec souplesse et charme. Sa condition de retrait, vous devez retrouver confiance en vous grâce aux conseils et aux paroles rassurantes de personnes de confiance et des proches. Tant que vous ne recevez pas l'aide d'une personne que vous tenez en estime, vous mettez en doute vos capacités et luttez contre l'incertitude. Et le dernier, c'est l'état terrifié. Son effet, vous ne pouvez pas prendre une approche en lâchant prise. Et pour éliminer cet état, vous devez fuir ou éviter une situation dangereuse ou pénible. Par exemple, échapper à un ennemi, quitter la pièce ou quelqu'un veut discuter de vos dernières actions. Vous confrontez à la situation, vous partez à l'opposé. Un autre point de règle qui est plus inspiré du jeu de rôle Monster Earth est les ascendants relationnels. Dans le cadre des interactions sociales, il y a une notion d'ascendant relationnel. C'est-à-dire qu'on a un avantage psychologique sur quelqu'un ou inversement. Que quelqu'un a un avantage psychologique sur nous. Quand le personnage joueur a l'ascendant sur un PNJ ou un autre personnage joueur, il peut le dépenser pour gagner l'avantage à ses jets de dés quand il interagit avec eux. Quand c'est dans le sens inverse, le personnage joueur subit un désavantage à ses jets de dés quand il interagit avec eux. Voilà pour les règles, on va voir un peu ce qu'elle m'a répondu. Super, je suis prêt. On va utiliser ton système PBTT pour la partie. Avant de commencer, tu as déjà une idée du type de personnage que tu veux jouer, ou tu préfères qu'on le crée ensemble? On peut choisir ses approches, spécialités et faiblesses, et ensuite on lancera l'aventure. Si tu veux, tu peux aussi me dire quel type de scénario t'intéresse, comme une enquête surnaturelle, un drame psychologique, ou quelque chose de plus orienté action. C'est parti quand tu veux. Non, moi j'ai un peu déjà travaillé en amont pour me préparer. Donc j'ai déjà commencé à réfléchir à mon personnage et un peu l'ambiance que je veux. On va partir d'une ambiance un peu inspirée des séries comme Buffy contre les vampires ou Teen Wolf. À savoir que je vais incarner un adolescent qui rentre au lycée, qui est d'origine amérindienne, qui va devoir faire face aux problèmes de la vie du quotidien d'un lycéen de son âge, mais aussi à quelques phénomènes surnaturels, notamment liés à ses origines amérindiennes. Donc je vais copier-coller mon personnage, sa présentation, pour le renseigner à la famille. Et je vous le présente à vous aussi. Donc, mon personnage va s'appeler Shaiton Arrow. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer sur ma partie fonderie que j'ai créée. Alors, j'ai fait son arbre généalogique que je vous présenterai au fur et à mesure. Voici Shaiton Arrow.
Donc, concernant Shayton, donc c'est un adolescent de 16 ans d'origine amérindienne avec une allure décontractée et rebelle. Ses cheveux noirs mi-longs sont souvent en désordre et il porte généralement un vieux jean usé accompagné d'un t-shirt noir, surmonté d'un blouson en cuir. Au dos de ce blouson se trouve l'emblème des Spirit Coyotes, le gang familial avec lequel Shayton est intrinsèquement lié. Son teint hâlé reflète son héritage tout comme ses origines et sa famille au lourd passé criminel. Concernant le gang des Spirit Coyotes, donc c'est le père de Shayton, Cal Harrow, qui en est le président de ce gang, connu pour ses affaires de contrebande de drogue et autres activités illégales. Cependant, Cal est actuellement en prison, laissant la direction des Spirit Coyotes à la mère de Shayton, Enola Harrow. Enola est une femme respectée pour sa fermeté et son autorité. Elle veille à protéger sa famille tout en modérant les actions du gang, surtout en l'absence de son mari. Dick Harrow, lui, est l'oncle paternel de Shayton et vice-président des Spirit Coyotes et un homme loyal à Cal, dont il est le frère aîné, bien que des tensions existent entre eux. Dick aurait préféré diriger le gang en l'absence de son frère, mais Enola a été désigné pour ce rôle. Malgré ces frictions, Dick et Shayton sont proches. Ils partagent une passion commune pour la mécanique et ensemble, ils retapent une vieille moto, un projet qui les lie. Concernant le reste de la famille de Shayton, il a deux sœurs. Donc, il a une grande sœur, Winona, âgée de 19 ans, qui a choisi de s'éloigner de l'ombre du gang pour mener une vie plus conforme à la loi. A l'inverse, sa petite sœur de 12 ans, Mika, admire son grand frère et est pleine de vie et d'espièglerie. Elle représente pour Shayton une bouffée d'air frais dans son quotidien souvent tourmenté. Le grand-père paternel, surnommé Big B, est un personnage intrigant. Considéré par beaucoup comme un ermite, il est en réalité l'homme médecine de la communauté amérindienne locale. Big B voit en Shayton son héritier spirituel et espère que ce dernier suivra les traditions ancestrales. Il souhaite initier Shayton au secret des Dreamcatchers, des entités ou des esprits liés aux rêves et cauchemars. Les influences sont contrastées pour Shayton car entre le gang et la tradition, il est pris d'un conflit intérieur. D'un côté, il se voit suivre les traces de son père et prouver sa valeur en devenant une figure respectée du gang, allant jusqu'à envisager de devenir le dealer du lycée. Il a déjà été arrêté pour des délits mineurs, à goûter à l'alcool et fumer, affichant ainsi un comportement rebelle typique. D'un autre côté, son grand-père l'incite à embraser son héritage spirituel, un chemin bien plus bénéfique mais en contradiction avec les valeurs des Spirit Coyotes. Un autre membre de la famille de Shayton, c'est Neil Riders, l'oncle maternel de Shayton, représente donc une autre voie. Pour son neveu, il est garde forestier sur la réserve amérindienne. Neil veille discrètement sur Shayton, espérant qu'il échappe au piège du gang. Il désapprouve fortement les activités de son beau-frère Cal, et bien qu'il respecte les traditions tribales, il a pris ses distances avec la famille à cause de leur implication dans des activités criminelles. Un autre aspect de la vie de Shayton est son ancienne amitié avec Marigold Moon, surnommée Sky. Ils se connaissent depuis l'école primaire et ont développé des sentiments l'un pour l'autre au fil des ans. Cependant, l'an dernier, Shayton a préféré rompre, craignant que son passé familial compromette Marigold, notamment à cause de l'avis négatif des parents de ce dernier à son égard. Depuis cette rupture, ils n'ont pas échangé de mots ni passé de temps ensemble. Shayton a aussi un fardeau supplémentaire, il est également narcoleptique, une condition qui affecte sa vie quotidienne et ajoute une couche supplémentaire de complexité à son parcours. Cela peut avoir un impact direct sur ses relations, son implication dans le gang et ses interactions avec le surnaturel, notamment dans la marche des rêves et des cauchemars. Ça, je vous en reparlerai. C'est une dimension parallèle où il pourrait jouer un rôle crucial. En conclusion, Shayton est à la croisée des chemins, tiré entre les attentes de son gang familial et celles de sa lignée spirituelle. Le lycée de Blackwater sera un terrain d'épreuve où il devra décider de son avenir. Sombrera-t-il dans des manigances du gang ou embrasera-t-il les traditions ancestrales des Dreamcatchers? On va voir ce que nous me propose un peu l'IA. Alors l'IA m'a proposé visiblement comment créer le personnage, donc on va voir s'il a eu un peu la même idée que moi. Shayton Harrow est un personnage riche et complexe, avec des tiraillements entre son héritage familial, criminel et son lien spirituel avec les traditions amérindiennes. Son environnement, ses relations et son propre état de santé ajoutent beaucoup de profondeur à son parcours. Commençons par établir les approches de Shayton. Tu as 5 points à répartir entre les 5 approches. Tu peux mettre un maximum de +3
dans une approche. Voici les options, avec force et passion, avec résilience et calme, avec intelligence et ruse, avec souplesse et charme, en lâchant prise. Comment souhaites-tu les répartir? Ensuite, pour ces spécialités et faiblesses, tu peux choisir 1 spécialité majeure, 2 spécialités mineures, 1 faiblesse. Si tu veux, tu peux prendre une faiblesse supplémentaire pour obtenir une spécialité majeure en plus. Dis-moi comment tu vois style et ses forces, faiblesses dans ces catégories et je t'aiderai à les finaliser. Alors, je suis vraiment bien impressionné par l'IA, j'avoue. Elle a bien compris comment on crée un personnage, qui est assez simple en lui-même par rapport à d'autres jeux de rôle. Mais voilà, elle nous a vraiment sorti tout ce qu'il fallait pour créer le personnage. Donc, bien, je l'avais prévu. Donc, je vais lui donner ma réponse et je vais la partager avec vous. Allez, j'ai fait une petite bistouille avec Google Doc. Alors, en termes de système de jeu, voici la fiche de personnage de Shayton. Donc, pour les approches, il a plus 2 avec force et passion, plus 0 avec résilience et calme, il a plus 1 avec intelligence et ruse, il a plus 2 avec souplesse et charme, et il a plus 0 en lâchant prise. Comme spécialité majeure, il a Esprit Rebelle qui montre qu'il a une force de caractère qui lui permet d'avancer malgré les obstacles et sensibilité onirique qui reflète le fait qu'il arrive à ressentir la frontière entre le monde éveillé et la marche des rêves et des cauchemars. Alors j'apporterai un peu plus tard le background de l'univers, à savoir le monde éveillé et la marche des rêves et des cauchemars. Comme spécialité mineure, il a passion de la mécanique car il bidouille sa propre motocross avec son oncle. Et tradition ancestrale, car son grand-père lui a transmis des traditions amérindiennes, comme par exemple confectionner des attrape-rêves. Comme faiblesse, il a haine de l'autorité pour montrer qu'il prend souvent des risques et qu'il ne supporte pas qu'on lui donne des ordres. Il y a aussi une part de ressenti vis-à-vis des forces de l'ordre avec son passif lié au Spirit Coyote. Il a aussi la faiblesse narcolepsie dont il souffre depuis sa jeunesse et qui l'handicape au quotidien. Visiblement, donc il nous a un peu résumé, il m'a résumé un petit peu ma fiche, on va l'écouter, ce qu'il nous a dit. La fiche de personnage de Chayton Arrow est bien équilibrée et reflète parfaitement sa personnalité ainsi que ses défis personnels et familiaux. Voici comment tout cela se présente. Fiche de personnage, Chayton Arrow, approche. Avec force et passion. Plus 2. Chayton puise dans son tempérament rebelle et intense pour agir avec détermination, surtout quand il s'agit de défendre ses valeurs ou de s'affirmer dans des situations tendues, avec résilience et calme. Il ne se distingue pas particulièrement par sa capacité à garder son calme face à l'adversité, souvent pris dans ses émotions et réactions impulsives, avec intelligence et ruse, rudeness. Chayton sait se montrer malin et rusé, surtout pour naviguer entre le monde du gang et celui des traditions spirituelles. Il réfléchit vite, mais reste un peu inexpérimenté dans certaines situations plus complexes. Avec souplesse et charme. Plus 2, Chayton est charismatique et possède un charme naturel qui lui permet de convaincre ou manipuler ceux qui l'entourent, particulièrement dans des contextes sociaux ou de séduction. En lâchant prise, Chayton a du mal à se détacher des choses, que ce soit les attentes de son gang ou les tensions émotionnelles liées à ses responsabilités. Spécialité majeure. 1. Esprit rebelle. Chayton est naturellement non conformiste et résilient face aux contraintes extérieures. Cela lui permet de tenir tête et de s'opposer à l'autorité ou aux obstacles de manière passionnée. 2. Sensibilité onirique. Chayton a un lien fort avec le monde des rêves et cauchemars. Il peut percevoir et ressentir la présence de la marche des rêves et des cauchemars, ce qui lui donne un avantage dans les situations liées au surnaturel. Mineur, passion de la mécanique. Chayton est doué en mécanique. Il passe beaucoup de temps à retaper sa motocross avec son oncle, ce qui lui donne un savoir-faire pratique dans ce domaine. 2. Tradition ancestrale. Grâce aux enseignements de son grand-père, il connaît les rituels et pratiques spirituelles de ses ancêtres, comme la confection d'attrape-rêves ou la compréhension des esprits. Faiblesse. Haine de l'autorité. Chayton a un problème avec l'autorité, ce qui le pousse à prendre des risques inconsidérés et à se rebeller contre ceux qui tentent de lui imposer des règles.
Cela peut le mener à des situations dangereuses ou des confrontations. 2. Narcolepsie. Shaitan souffre de narcolepsie, une condition qui l'handicape dans sa vie quotidienne. Cela peut lui faire perdre connaissance ou s'endormir dans des moments critiques, affectant ses actions et ses interactions. Cette fiche met bien en lumière la dualité de Shaitan entre son lien avec le gang et son héritage spirituel ainsi que ses combats intérieurs. Esprit rebelle et sensibilité onirique montrent à quel point il est tiraillé entre deux mondes, tandis que sa haine de l'autorité et sa narcolepsie ajoutent des défis à sa progression. Si tu as besoin d'ajustement ou d'explorer davantage certains aspects de son développement ou de ses interactions avec d'autres personnages, n'hésite pas. Ben écoute, elle a bien compris le concept du personnage, donc maintenant on va un peu parler du cadre de jeu, donc de la ville de Blackwater, où oui, Shaitan, donc là il y a pas mal, j'ai pas mal écrit pour me faire un cadre de jeu qui me plaît et dans lequel j'ai envie de jouer. Alors, bien sûr, vous pouvez demander à l'IA de vous créer le même, et moi, voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime bien quand même lui donner la direction où je veux aller pour qu'elle comprenne ce que j'ai envie d'explorer, donc on va un peu lui parler du cadre de jeu. Il y a pas mal à voir, à lire, donc on va lui mettre tout ça, on va voir si elle arrive à l'assimiler. Je copie-colle. Et je vous fais une présentation du cadre de jeu. Après on verra sa réponse. Donc le cadre de jeu, donc la ville de Blackwater. Première partie, localisation et ambiance générale. Blackwater est une petite ville située dans une région rurale des États-Unis, entourée de collines boisées, de prairies et de terres sauvages, alors qui se trouve dans l'état de l'Iowa, j'ai oublié de le préciser. La ville porte le nom de la chute d'eau Blackwater. L'histoire de la ville est marquée par une longue relation tendue entre la population blanche locale et la communauté amérindienne Iowa, qui vit dans une réserve non loin de là. Les habitants de Blackwater se divisent en deux groupes principaux. La communauté blanche, propriétaire de la plupart des commerces des terres agricoles, ils voient la ville comme leur domaine, gérant les affaires locales et exerçant une influence sur les institutions. La communauté native Iowa, installée dans une réserve à la périphérie de la ville, elle fait face à des difficultés économiques, à des discriminations raciales et à des tensions persistantes avec la ville. 2. Points d'intérêt principaux de la ville. Le centre-ville de Blackwater est constitué de quelques rues principales, bordées de boutiques locales, de restaurants et d'anciennes maisons de ville. La place principale est le cœur de la vie sociale et culturelle, avec son diner, repère local où les habitants se retrouvent, des magasins familiaux et une banque historique. C'est ici que la plupart des événements de la ville prennent place, du marché agricole aux festivals locaux. Le lycée de Blackwater. Il est situé non loin du centre-ville. Le lycée est un lieu de tension régulière entre les jeunes natifs et les autres élèves de la ville. Les équipes sportives, notamment celles de football, sont très importantes pour le prestige du lycée. Le poste de police. Dirigé par le shérif Bill Travers, le poste de police est souvent perçu comme hostile par les jeunes de la réserve. Travers, bien qu'il essaie de maintenir un équilibre entre justice et ordre, est régulièrement en désaccord avec les méthodes pacifistes de certains natifs. Le diner, un restaurant emblématique où les habitants, jeunes comme vieux, viennent manger et discuter. C'est un lieu où les natifs et les non-natifs se croisent, mais rarement sans ressentir une certaine tension. Le diner est souvent le théâtre de discussions tendues et de confrontations voilées entre les deux communautés. La casse automobile des Harrow. Au bord de la ville, près des limites de la réserve, se trouve la casse automobile des Harrow, appartenant à la famille de Shaitan. Cet endroit délabré est un lieu crucial pour les Spirit Coyotes, un gang local qui utilise la casse comme QG clandestin. Un brouilleur d'ondes radio a été installé pour protéger les communications du gang et empêcher toute surveillance extérieure. Fonction cachée de la casse. La casse sert de centre de recyclage des preuves embarrassantes. On y fait disparaître des véhicules volés, des armes et d'autres objets liés aux affaires illégales. Le hangar situé à l'arrière de la casse est réservé aux réunions des membres du gang et est décoré de graffitis représentant des symboles de coyotes et des motifs amérindiens détournés. Shaitan et la casse. Pour Shaitan, la casse représente à la fois un héritage familial et une pression liée aux activités illicites des Spirit Coyotes. Il est tiraillé entre son désir de liberté et son implication involontaire dans le réseau criminel de la famille. Autre lieu, donc les chutes d'eau. Donc les chutes de Blackwater et la légende des sorcières noyées. Le nom de Blackwater provient des chutes d'eau noires et mystérieuses qui bordent la ville. Ces chutes,
plongeant dans un gouffre sans fond apparent, sont au cœur d'un mystère géologique. Les eaux ne s'écoulent dans aucune rivière connue, mais semblent disparaître dans un gigantesque siphon souterrain. Les habitants se plaisent à dire que l'eau de Blackwater ressurgit bien plus loin, dans les sombres profondeurs de Amber Lake, un lac à 10 km de la ville. Durant la même époque que le procès des sorcières de Salem, Blackwater fut aussi le théâtre des chasses aux sorcières. Cependant, au lieu de bûcher, les inquisiteurs locaux utilisaient les chutes d'eau pour purifier les âmes des accusés. Ils croyaient que la noyade dans les eaux de Blackwater permettrait de laver leurs péchés ou, à défaut, de les envoyer vers un destin inconnu dans les entrailles de la terre. Ce chapitre sanglant de l'histoire de Blackwater a laissé une empreinte indélébile sur la ville. Des récits parlent de coven puissants qui auraient utilisé la magie ancienne pour tenter de contrecarrer leur sort, sans des rituels interdits pour s'ancrer entre le monde des vivants et celui des morts. La toile d'Ashibi Kaishi est la marche des rêves et des cauchemars. La vraie raison du pouvoir mystique de Blackwater réside dans une ancienne légende amérindienne. Selon les croyances Ojibwe, Ashibi Kaishi, désolé pour la prononciation, la déesse araignée tissait autrefois une toile autour de la région pour protéger ses habitants en filtrant leurs rêves. Les bons rêves traversaient les fils tandis que les cauchemars étaient piégés puis dissipés au lever du soleil. Toutefois, au fil du temps, une fissure est apparue dans cette toile protectrice. Ce phénomène est peut-être dû aux rituels sombres des sorcières noyées ou aux actes violents de leurs persécuteurs. Quoi qu'il en soit, cette brèche dans la toile d'Ashibi Kaishi a ouvert la voie à un univers onirique parallèle, la marche des rêves et des cauchemars, où les peurs, les désirs refoulés et les cauchemars prennent vie. Cette fissure permet désormais à des créatures cauchemardesques de s'infiltrer dans le monde réel. Ces entités, souvent nées des terreurs profondes des habitants de Blackwater, rôdent près des chutes d'eau et autour de la ville, semant la peur et le désordre. On raconte que certaines des sorcières noyées, fusionnées avec ces cauchemars, continuent à errer, cherchant vengeance. Les habitants de Blackwater et les créatures des cauchemars. Les effets de cette brèche dans la toile d'Ashibi Kaishi se manifestent de multiples façons. Les habitants de Blackwater sont souvent victimes de rêves perturbants et l'atmosphère y est lourdement chargée d'une tension inexpliquée. Les plus jeunes et les plus sensibles peuvent être influencés par des entités cauchemardesques, devenant les cibles de ces créatures ou en développant des comportements étranges. On va sortir un peu du mystérieux pour revenir un peu au monde plus terre à terre, avec la réserve amérindienne Iowa, un monde à part. La réserve Iowa est située en périphérie de Blackwater, mais elle paraît souvent être un univers complètement séparé. Bien que physiquement proches, les conditions de vie sont plus précaires, avec moins d'infrastructures et une économie limitée, reposant souvent sur l'artisanat et les subventions. Le centre communautaire est le cœur social de la réserve. C'est un lieu où se déroulent des activités culturelles, des cours de langue natale et des événements traditionnels comme des pow-pow, excusez-moi pour la prononciation, et des cérémonies rituelles. On y discute des problèmes de la communauté et des moyens de préserver la culture et les traditions d'un monde qui les menace. La clinique tribale fournit des soins de base à la communauté. Dirigée par des membres natifs, elle combine médecine moderne et traitements à base de plantes traditionnelles. La clinique est souvent un lieu de lutte contre des problèmes sociaux comme l'alcoolisme et la toxicomanie, particulièrement chez les jeunes natifs qui sont confrontés à un avenir incertain. Certaines familles de la réserve continuent à vivre de manière traditionnelle avec des petites fermes. Elles cultivent des produits essentiels comme le maïs, les haricots et les coches, qui ont une importance culturelle et rituelle, en plus d'être une source de subsistance. La station des rangers tribaux. Les rangers tribaux sont les gardiens des terres de la réserve, protégés par la loi tribale. Ils veillent à ce que les sites sacrés ne soient pas profanés et que les terres ne soient pas exploitées inégalement. Neil Ryder s'est trompé, ou c'est moi qui me suis trompé plutôt, oncle de Shayton, est un ranger respecté. Il est très impliqué dans la protection de la culture et des ressources naturelles de la réserve. Et il s'oppose fermement aux Spirit Coyotes, qu'il considère comme une force destructrice pour la communauté. Après, je ne vais pas vous reprendre, mais l'IA a repris tous mes différents points. Donc c'est intéressant. Et on va aborder un dernier élément du cadre de jeu que je tenais en place, car je suis un gros amateur de séries qui parlent un peu du milieu du crime. Comme par exemple, dernièrement, j'adore Tulsa King avec Sylvester Stallone.
Il y a Ozark aussi que je vous conseille. Narcos, bien évidemment, plus sur le côté mexicain. Mais je voulais mettre un peu cela aussi en place, en plus du surnaturel, créé, vu qu'il y a déjà les Spirit Coyotes qui sont un peu la force de gang, qui sont vraiment très inspirés, je ne le cacherai pas, de Song of Anarchy. Je voulais aussi mon côté un peu, voilà, un peu milieu du crime et autres joyeusetés du genre. Et du coup, j'ai décidé de créer des clans. Je vais vous présenter les deux clans, les deux familles rivales, en plus des Arrows, avec les conflits qu'il peut y avoir. En plus de la famille Arrow liée aux Spirit Coyotes, voici deux autres grandes familles qui règnent sur la ville de Blackwater, ainsi que sur les différents trafics qui s'y déroulent. Les premiers, ce sont les MacGuffin. La famille MacGuffin est une vieille dynastie terrienne blanche de Blackwater, bien connue pour ses vastes propriétés agricoles et son style de vie texan. Alors qu'ils ne sont pas au Texas. Mais on se refait pas. Le patriarche de la famille, Richard Rick MacGuffin, joue le rôle du propriétaire respecté et influent, mais derrière cette façade se cache un secret dangereux. Rick cultive un secret des champs de pavots et de marijuana, profitant de ces immenses hectares pour alimenter un réseau de trafic de drogue dans la région. Ces terres sont vastes et difficiles à surveiller, ce qui lui permet de dissimuler ses activités illégales tout en maintenant l'apparence d'un ranch prospère. Les motivations de Rick MacGuffin. Rick cherche depuis des années à acquérir des terres appartenant à la réserve des natifs, convoitant ces terres pour étendre son empire agricole et son trafic. Il a fait plusieurs tentatives infructueuses pour convaincre les chefs de la réserve de vendre, mais son insistance commence à créer des tensions entre les MacGuffin et les autochtones, notamment avec la famille Arrow. Son commerce illicite menace également les territoires des Spirit Coyotes, provoquant des frictions avec le gang. Rick est un manipulateur et un homme de pouvoir, mais il sait que la surnaturelle de Blackwater pourrait être son plus grand obstacle, car certains membres de la réserve protègent les terres de manière spirituelle, ce qui complique ses ambitions. Les enfants MacGuffin, ils sont au nombre de 2, donc Rick a des jumeaux de 16 ans, Brody et Savannah MacGuffin, qui sont dans la même classe que Shayton. Brody MacGuffin, l'héritier présomptif des terres MacGuffin. Brody se montre en public comme un garçon charmant, sûr de lui qui aime s'afficher avec le look cowboy typique. Cependant, il est profondément impliqué dans le trafic familial, bien qu'il ne soit pas encore prêt à prendre la responsabilité. Ambitieux et charismatique, Brody pourrait voir en Shayton à la fois un rival et un allié potentiel. Savannah MacGuffin, tout aussi ambitieuse que son frère, Savannah s'efforce de se démarquer en étant la tête pensante des affaires familiales, bien que Rick la tienne à distance du trafic. Elle rêve de reprendre les rênes du ranch et de moderniser leur empire en utilisant des moyens plus légaux que ceux de son père. Savannah pourrait être attirée par Shayton à la fois pour son charisme et parce qu'elle voit en lui quelqu'un de différent de ses fréquentations habituelles. Les jumeaux, bien que loyaux à leur père, ont chacun des idées différentes sur l'avenir de la famille. Leur relation avec Shayton pourrait osciller entre romance, rivalité et manipulation selon les circonstances. Les Toussaint. Les Toussaint sont une famille afro-américaine puissante à Blackwater, descendants d'anciens esclaves ayant travaillé pour les MacGuffin à l'époque de l'esclavage. La famille Toussaint est restée dans la région après l'abolition, mais une rancœur profonde persiste entre les deux familles héritées des injustices du passé. Les Toussaint, bien que respectés dans la communauté afro-américaine de Blackwater, sont également concurrents dans le trafic illégal, rivalisant avec les MacGuffin et les Arrow. Ils opèrent de manière plus discrète, utilisant leur savoir-faire dans le trafic de drogue pour maintenir leur emprise sur une partie de la ville. Mais leur véritable force réside dans leur pratique vaudou, un secret bien gardé. Leur lien avec le surnaturel est plus fort que celui de la plupart des familles locales. Les Toussaint sont au courant des forces mystiques qui rôdent à Blackwater et ont appris à les manipuler à leur avantage. La matriarche prêtresse vaudou. La famille est dirigée par Adina Toussaint, une puissante prêtresse vaudou. Dans sa jeunesse, Adina était une camarade de lycée d'Enola Arrow, la mère de Shayton. Les deux femmes entretenaient une rivalité amicale, aussi entre complicité et compétition. Aujourd'hui, Adina est une force à ne pas sous-estimer, à la fois pour ses talents spirituels et pour son rôle de chef de famille. Elle garde un œil sur Enola, parfois comme une alliée, mais aussi comme une adversaire potentielle si leur intérêt venait à se heurter. Elle a une fille qui a 16 ans, Tiana Toussaint.
qui est également dans la même classe que Shaiton. Tiana est une rebelle dans l'âme, souvent en désaccord avec les traditions de sa mère, même si elle reste liée au vaudou par son héritage. Elle a une personnalité vive, indépendante et n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Tiana pourrait être une love interest pour Shaiton, mais leur relation serait certainement compliquée par les tensions entre leurs familles respectives. Tiana est également tiraillée entre l'envie de fuir les responsabilités familiales et l'attrait des secrets mystiques que sa mère protège. Elle pourrait représenter une clé pour Shaiton dans sa découverte du surnaturel à Blackwater, et leur relation pourrait évoluer en fonction de leur exploration conjointe du vaudou et du mystère spirituel de la ville. Conflit entre les factions. Alors, MacGuffin contre Toussaint. La vieille rencontre entre les MacGuffin et les Toussaint est encore bien présente. Si les MacGuffin veulent dominer le trafic de drogue local, les Toussaint, avec leurs racines vaudou, refusent de céder et utilisent parfois des méthodes surnaturelles pour protéger leur territoire. Les MacGuffin contre les Coyotes Spirites. Les MacGuffin veulent des terres de la réserve pour agrandir leur empire agricole, mais cela menace à la fois les natifs et les activités des Spirit Coyotes. Elle m'a fait une version de nom du gang. Le père de Shaiton, malgré son emprisonnement, a toujours résisté à Rick MacGuffin et cette guerre larvée pourrait reprendre avec l'implication de Shaiton. Les Toussaint et les Arrow. Adina et Enola ont une histoire commune, ce qui crée une sorte de dualité entre les deux familles. Bien que les Toussaint et les Arrow puissent parfois s'entraider face à des menaces extérieures, comme les MacGuffin par exemple, leur passé et leur intérêt divergents risquent de provoquer des frictions, surtout si le surnaturel devient un enjeu central. Potentiel pour Shaiton. Les MacGuffin et les Toussaint représentent chacun un danger potentiel et une opportunité pour Shaiton. Brody et Savannah MacGuffin sont des figures séduisantes et charismatiques, mais profondément connectées aux ambitions dangereuses de leur père. Tiana Toussaint, rebelle et libre d'esprit, offre à Shaiton une porte d'entrée vers les secrets du vaudou, mais aussi un lien avec une famille qui a ses propres sombres motivations. Shaiton pourrait se retrouver au centre d'un conflit de territoire et de tradition, où ses choix d'alliance détermineront le futur de la réserve, de la vie et de ses propres aspirations. Les deux factions ajoutent ainsi des dynamiques complexes à l'univers de Blackwater en tissant des liens d'héritage, de rivalité et de secrets mystiques qui permettront d'enrichir l'intrigue. Voyons ce qu'en pense ma copine Lia. Elle m'a un peu tout repris, on va l'écouter quand même. C'est un ajout parfait à l'univers de Blackwater. Les trois familles principales, les MacGuffins, les Toussaint et les Arrow, créent un triangle de tensions et d'alliances potentiellement explosives, avec des éléments de mystère, de surnaturel et de criminalité qui s'entrelacent. Voici quelques idées supplémentaires pour accentuer les tensions et les opportunités autour de Shaiton et des différentes factions. MacGuffin et les terres sacrées des natifs. Le désir de Rick MacGuffin d'obtenir les terres de la réserve pourrait être lié à un pouvoir surnaturel enfoui sous ces terres, que seuls les hommes médecine, comme Bigby, connaissent. Cela pourrait expliquer pourquoi Rick est aussi déterminé. En cherchant à s'approprier ces terres, Rick pourrait réveiller une ancienne force spirituelle qui met en péril toute la région. Collaboration Toussaint et Arrow. Malgré leurs tensions, Enola et Adina pourraient temporairement unir leurs forces face aux ambitions de Rick, surtout si les esprits de la réserve et les rituels vaudous commencent à converger. Shaiton pourrait être entraîné dans des rituels vaudous avec Tiana pour protéger les terres, explorant la marche entre rêve et cauchemar. Savannah pourrait se rapprocher de Shaiton par intérêt pour ses talents et son indépendance, souhaitant l'utiliser pour se débarrasser de l'influence toxique de son père. En parallèle, Brody pourrait voir Shaiton comme une menace à sa domination, cherchant à l'entraîner dans un jeu de pouvoir et de manipulation, exacerbant ainsi la rivalité familiale. Intrigue potentielle. Romance et trahison. Si une romance se développe avec Tiana Toussaint, cela mettrait Shaiton dans une position délicate entre les secrets mystiques du vaudou et son héritage amérindien. Tiana, tout en étant attirée par Shaiton, pourrait hésiter à lui révéler des vérités dangereuses sur sa famille, notamment sur l'usage de la magie noire pour maintenir leur pouvoir. Une guerre occulte pourrait éclater entre les pratiques mystiques de la réserve et celles des Toussaint. Shaiton pourrait devenir le pivot dans ce combat spirituel, étant à la croisée des chemins entre l'homme médecine qu'il est censé devenir et la tentation d'utiliser des méthodes plus sombres pour protéger ce qu'il aime.
collaboration entre gangs, les tensions entre les MacGuffins et les Coyote Spirit pourraient pousser Dick, l'oncle de Shaitan, à former une alliance temporaire avec les Toussaintes pour contrer l'emprise de Rick MacGuffin. Cela créerait une situation de paix fragile que Shaitan devra négocier en évitant que cela ne dégénère en guerre ouverte. Héritage et destin. Shaitan sera constamment tiraillé entre l'appel de son destin spirituel avec Big B et la tentation de la vie facile et puissante que le gang de son père représente. Ses interactions avec Savannah, Brody et Tiana, qui eux aussi luttent avec leurs propres héritages, ajouteront une résonance supplémentaire à cette quête de soi. Qu'il s'agisse du trafic de drogue, de la magie vaudou ou des esprits de la réserve, chaque faction cherche à obtenir ou à protéger un pouvoir particulier. Shaitan sera pris dans ses luttes et devra décider comment utiliser son propre potentiel spirituel et à quel prix. Cela permet d'enrichir la dynamique entre Shaitan et les autres personnages, tout en laissant place à des retournements d'intrigue et des dilemmes moraux cruciaux. Donc voilà, là nous avons mis tout ce qu'on voulait que l'IA comprenne de ce que l'on attendait. Voilà, je précise vraiment, c'est une importante cruciale si vous voulez vraiment vous lancer dans le jeu de rôle solo avec IA comme ChatGPT. Vous pouvez le faire comme ça du tac au tac en disant voilà, fais-moi juste une partie des jeux de rôle et un profil au fur et à mesure, mais plus vous lui donnez en fait de matériel source, on va dire, on va appeler ça comme ça, plus elle pourra répondre à vos attentes. Donc si vous avez vraiment comme moi par exemple une idée particulière, une envie de scénario, d'univers à explorer, vous pouvez voilà, n'hésitez pas à lui renseigner tout ce que vous avez en tête. Après, vous pouvez aussi lui demander d'utiliser un scénario, un univers de jeu de rôle déjà existant. En lui demandant, par exemple, si elle connaît les gens des 5 anneaux ou Donjons et Dragons. Elle va vous trouver des informations. Mais ça risque d'être un peu plus flou pour elle, car c'est quand même des informations beaucoup vastes à chercher dans différentes sources, que si vous lui donnez vous-même votre propre petit univers comme moi j'ai fait, ce sera beaucoup plus facile pour elle. Et donc du coup là on a mis tout ce qu'il fallait, le système de jeu, mon personnage, le cadre de jeu, pour pouvoir commencer. Et on va justement lui dire ce qu'on attend réellement de cette partie. Ce que j'attends. Donc je t'ai exposé tout ce que j'attends de cette partie de jeu de rôle. Pense à utiliser le système de jeu quand cela est pertinent ainsi que les différentes informations. J'aimerais donc développer l'histoire de Shaitan alors qu'il se lève et qu'il se prépare à faire sa rentrée au lycée de Blackwater. Pense à me proposer des embranchements narratifs pour que je puisse prendre mes propres choix dans l'aventure. Important ça de lui préciser de faire des embranchements narratifs pour pas qu'elle vous fasse un truc monodirectionnel. Comme par exemple le maître du jeu pourrait faire aussi, demander que ce soit votre maître du jeu ou votre IA de faire des embranchements. Et du coup, ce que je vous propose, en plus, j'ai pile au bon moment, j'ai atteint ma limite de message pour aujourd'hui. Donc, je vous propose que la prochaine fois, dans une prochaine vidéo, eh bien, on commence l'aventure de Shaitan. Alors, je prends un peu d'avance, je vois qu'elle m'a déjà proposé une idée de début de journée, mais bon, je vais le faire par moi-même. Donc, eh bien, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo pour commencer l'histoire de Shaitan Harrow dans la ville de Blackwater. Au revoir et bonne soirée à vous.